toute la droite, le thème est simple. D'abord, il faut tirer dans le tas et ensuite on verra ce qu'on va faire. Et je crois que et tout ce qu'on a entendu depuis une dizaine de minutes caractérise un fait colonial. Il faut tout de même savoir que les Kanaks n'ont eu le droit de voter qu'à partir de 1951. Il faut savoir que l'enseignement secondaire était interdit aux Kanaks jusqu'en 1956. Il faut savoir que 1 millier de familles européennes possèdent 2/3 de la terre kanak. Il faut savoir qu'on a parti les Kanaks dans des réserves, c'est-à-dire une situation absolument scandaleuse et qui fait qu'aujourd'hui ce peuple revendique son identité, son droit à l'existence dans le concert des peuples du monde. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, il l'obtiendra. On m'a demandé la parole, Jean-Marcel Bougreau et Jean-François Cade. Non, Dominique Jamais, alors puisque oui, vous cède la parole. Très simplement, M. Gachet et M. Guyard ont fait excellemment sentir le poids du passé, le poids de l'histoire, le poids de la colonisation et le poids de la justice. Tout ça est vrai, il n'y a aucun doute. Mais il y a quand même également des réalités présentes qu'il ne faut pas passer sous silence et qui sont intéressantes aussi à examiner, me semble-t-il. À l'heure actuelle, il y a non seulement un, mais même 2 chefs de gouvernement kanak en Nouvelle-Calédonie, l'indépendantiste et l'autre, celui qui a été désigné à la suite d'un vote aussi régulier qu'il a été possible de le faire se dérouler sous l'égide et le contrôle, dans une certaine mesure, du gouvernement de gauche qui est le nôtre. Bon. Vous ne dites pas qu'il y a eu 50% d'abstention, oui, car les Kanaks ont voté. Oui, non, mais attendez, si vous entrez dans ce détail, habituellement il y a, non, si vous entrez dans ce détail, habituellement il y a 30 à 35% d'abstention aux élections de Nouvelle-Calédonie, donc s'il y en a eu 50% cette fois-ci, c'est-à-dire 15 à 20% de plus, est-ce que c'est cela qui mesure l'influence du Front kanak? Et c'est là justement que je voulais en venir. Et c'est là que justement je voulais en venir. Oui. Quand je vous parlais du poids du présent, il y a à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie 131 000 habitants, en tout cas en 174, sur lesquels 50 000 kanaks, donc 40% de la population. Est-ce que ces 40% même sont acquis à l'indépendance? C'est ce qu'après tout, une consultation libre permettrait de déterminer. Oui, Jean-Marcel Bougreau. Je voudrais dire, je ne reprendrai pas ce qu'a dit Cabane, je suis tout à fait d'accord avec lui, et je dois dire que je suis moi aussi inquiet quand je lis dans une partie de la presse française des choses qui ne me semblent plus possibles et qui font remonter des effluves de racisme un peu invraisemblables. Il y en a des feuilletons en ce moment. Malheureusement, ces gens ne sont pas là ce soir. Donc je crois que, j'espère qu'ils viendront un jour pour que je puisse expliquer. Là, vous savez que c'est plutôt, je pense que vous voulez parler de la presse R100, le Figaro et François, vous savez qu'ils refusent de venir à cette revue de presse. Mais... Alors bon, donc moi je n'y mettrai pas encore de piches qui ne sont pas là, mais je dois dire que c'est quand même très inquiétant, cette espèce de remontée du racisme. Alors c'est d'autant plus inquiétant que, à propos de la Nouvelle-Calédonie, on entend des discours, tout d'un coup, de la part d'un certain nombre de ces gens-là, disant mais fonctionnons ensemble, alors mélanésiens et européens, donc on entend un discours multiracial, que d'ailleurs on refuse au beurre. Lorsqu'il s'agit des beurs, en France on le refuse, en Nouvelle-Calédonie on l'accepte. Mais ce qui est important à souligner, c'est quand même que cette situation en Nouvelle-Calédonie, elle n'a cessé et qu'on s'en aperçoit évidemment trop tard. Car les partis qui sont indépendantistes, ils s'appelaient avant l'Union calédonienne. Il y a des gens qui ont fondé l'Union multiraciale, tout ça c'était des Kanaks, qui demandaient une seule chose, dans un premier temps, c'est qu'on les entende, qu'on les écoute, et qu'il y ait une société multiraciale. Et finalement, on ne les a pas écoutés. Il y a cette fameuse anecdote des 15 Mélanésiens qui étaient venus rencontrer Giscard d'Estaing, qui n'ont pas été reçus par Giscard d'Estaing, qui sont rentrés en Nouvelle-Calédonie et qui, à partir de ce moment-là, ont fait la première proclamation ou le premier texte en faveur de l'indépendance. Ces gens-là n'ont pas été écoutés. Donc je pense qu'il est quand même important, tout en regardant ce qui se passe aujourd'hui, de voir en quoi tout ça se repose sur un passé qui n'est peut-être pas non plus si lointain, car il y a eu aussi, il faut le reconnaître, quelques tentatives timides, y compris sous Giscard, de la part de gens comme Dijoux et Stasi. Et ces tentatives-là ont été vouées à l'échec dans la mesure où ils se sont retrouvés avec l'opposition farouche de radicaux européens métropolitains blancs qui ne voulaient pas entendre même des plus timides réformes. Et aujourd'hui, on paye en Nouvelle-Calédonie cette attitude d'aveuglement. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que l'aveuglement se perpétue, et quand on lit et qu'on entend des dirigeants politiques français qui prétendent gouverner ce pays un jour, n'avoir à la bouche qu'une seule chose, le rétablissement de l'ordre, on se dit ces gens-là sont des irresponsables. Car évidemment, il y a un problème en Nouvelle-Calédonie, et on ne le réglera pas en tirant dans le tas. Or, on a l'impression que c'est ça qu'un certain nombre de gens veulent aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est uniquement pour des raisons de politique intérieure? C'est possible. On aimerait peut-être que les socialistes puissent se salir les mains avec du sang en Nouvelle-Calédonie et qu'on puisse
leur mettre ça sur le dos ultérieurement. Je pense que c'est une attitude complètement irresponsable et je pense qu'il faudrait arrêter cet aveuglement. Bon, Guy Claes a demandé, oui d'abord Guy Claes et Jean-François Kahn juste après. Oui, oui. Bougreau vient de décrire le processus qu'on a connu dans beaucoup de conflits coloniaux. Je suis d'accord avec lui, c'est un processus classique. On l'a connu avec l'Algérie. Quand Ferhat Abbas voulait le collège unique, on lui refusait. Quand il voulait l'autonomie, on lui refusait. Puis un jour, il a voulu être indépendant. Il s'est passé exactement la même chose. Cela dit, ce qui est vrai aussi, quand même, on ne peut pas le perdre de vue. On est dans une situation très particulière. C'est la première fois que la France se trouve face à un problème colonial dans un territoire où il y a quand même une moitié, ou un peu plus de la moitié, de blancs, d'immigrés de la métropole, si je puis dire, et il faut quand même aussi faire quelque chose avec ces gens-là. On peut pas, je ne crois pas qu'on puisse envisager de les rapatrier. On en a déjà eu des rapatriés, mais ils étaient nombreux en Algérie, ils étaient 1/10 par rapport aux Algériens. Là-bas, ils sont la moitié. Je pense qu'ils ont sans doute quelque chose à dire, quelque chose à faire pour essayer de rester dans le pays. Mais je crois que c'est à eux qu'il faut le dire, c'est eux qu'il faut essayer de persuader, de créer, peut-être, de chercher cette nouvelle société où les Kanaks auraient enfin le droit non seulement à leur existence économique, mais aussi à leur identité culturelle, à être véritablement un peuple. Je ne crois pas qu'on résoudra le problème en disant c'est les Kanaks qui ont raison ou c'est les Kablanches qui ont raison. Madame Nekiriaï, vous vouliez dire quelque chose? Pour reprendre à ce que monsieur vient de dire, quand le Front indépendantiste s'est constitué en Calédonie, on a toujours déclaré ouvertement qu'il n'est jamais question de laisser sortir, de rapatrier ou d'exclure de la Nouvelle-Calédonie les gens qui habitent là-bas depuis longtemps. Je veux parler des immigrés métropolitains ou alors des Caldoches. Mais ce qu'on veut savoir, c'est de faire comprendre que d'abord le Kanak est chez lui, il a le droit de revendiquer ce qui lui appartient. Il est indispensable que le métropolitain ou le Calédonien qui vit là-bas depuis longtemps reconnaisse d'abord le Kanak en tant qu'individu dans son propre pays. Mais il faut dire aussi une chose, on a parlé de la presse, le seul quotidien qui existe actuellement, c'est les Nouvelles Calédoniennes, dont vous avez vu un exemple là, mais il existe aussi un autre hebdomadaire, Le Courail, qui est financé par le député Lafleur, qui est un hebdomadaire très raciste et anti-Kanak, je pense que personne ne me contredira, qui n'arrête pas de mener une campagne d'intoxication et qui fait croire aux gens que le jour où on aura l'indépendance, les Kanaks feront sortir tous les étrangers du pays. Mais dites-moi, pour vivre la vie quotidienne là-bas, vous m'avez dit que lorsque, par exemple, vous allez pour faire la queue à la poste, par exemple, lorsqu'on est Kanak, est-ce qu'on peut passer à son tour ou est-ce que ce sont les Blancs qui passent les premiers? Ça dépend, on peut encore voir la façon comment le Kanak est considéré, que ce soit dans un magasin ou bien dans une banque, et ça dépend quand c'est un Kanak qui est bien présenté, on pourra le servir au même titre qu'un Européen, mais quelquefois le Kanak, même s'il est passé avant, s'il est là avant l'Européen, on le laisse un peu à l'écart ou bien... On lui dit d'attendre que les Blancs soient servis les premiers. Oui, on fait en sorte de servir. Il y a même des bars à Nouméa qui n'acceptent pas le Kanak. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le Figaro Magazine, vous avez deux, oui, Jean-François Kahn, vous avez une double page superbe, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça la vraie Nouvelle-Calédonie, où on voit des enfants Kanak avec une petite planche dans une piscine. Alors, c'est assez drôle parce que si on changeait la légende et qu'on mettait c'est une piscine à la goutte d'or, vous voyez, il n'y a plus qu'un blanc au milieu de tous les beurs. On pourrait changer la légende, ça serait exactement la même photo, mais comme c'est la Nouvelle-Calédonie, là, on est multiracial. C'est ça un petit peu qui est un peu gênant dans ce genre de légende. Jean-François Kahn. Oui. D'abord, il y a dans cette affaire calédonienne deux partis qui ont les uns les autres leur extrémisme, mais je crois qu'il faut essayer de comprendre les raisons des uns et des autres. Il ne faut pas donner l'impression d'essayer de comprendre que les raisons d'un des deux partis. Il est vrai, par exemple, qu'il est très difficile d'admettre une des revendications des indépendantistes kanaks, qui est un vote où ils voteraient seuls. C'est tout à fait impossible. Je veux dire, la République française peut difficilement admettre, même si on comprend cette logique, je comprends la logique que de la part des Kanaks, mais la République française ne peut pas admettre une élection où simplement une partie de la population sur des bases ethniques aurait le droit de voter. Donc il faut bien voir les deux.
il y a là... Bon, seconde... Non, c'est pour vous, ça. C'est pour qui? Jean-François Canac. Cela dit, il y a un problème, je crois, qui nous travaille un peu tous ici, c'est qu'il a été cité par Cabane, bon. Je dis bon. Pourquoi pas. Des phrases terribles. Mais je l'ai fait que Des phrases terribles. de l'humanité qui reprenait l'article. Des phrases terribles. Et c'est vrai que on a lu dans certains journaux, et entre autres un de nos confrères, qui était cité, a écrit des choses épouvantables. Enfin, à mon avis, épouvantables, terribles. Je ne peux pas comprendre ça. Mais là, bon, il n'est pas là. Bon, on ne peut pas en parler. Il n'est pas là. Non, mais il n'est pas là. Bon, il n'est pas là, mais personne ne le représente, etc. Seulement, il y a un problème. C'est que, pour lui, il a peut-être exagéré, il a été trop loin, etc. Moi, j'aimerais bien parler avec lui, entre parenthèses. J'aimerais bien qu'il soit là. Mais ces idées-là, elles ont été quand même diffusées dans une presse qui est plus puissante que nous. Tous ici. Il ne faut pas se raconter de blagues. Ils sont plus forts que nous. Alors, il y a un problème, c'est que la presse qui n'est pas là, elle nous écrase. Je veux dire, on n'est rien par rapport à la presse qui a écrit ça et qui n'est pas là. Alors, à quoi ça sert? Je veux dire, à quoi on sert? Où est le débat? Et à un certain moment, si on parle de ça, j'aimerais quand même débattre avec des gens qui diffusent des thèses, en effet, qui sont quelquefois épouvantables, avec un style épouvantable, avec des concepts épouvantables, mais comme je suis démocrate, je voudrais parler avec eux, et ils ne sont pas là. Et là, il y a un vrai problème. Monsieur François Lebret est sur le plateau. Non, il ne représente pas du tout ça, excusez-moi, il l'a dit. Non, on parle de monsieur Lebret de Magazine Hebdo. Mais je suis pas sûr, j'en sais, peut-être qu'il va... Ça m'étonnerait qu'il prenne à son compte ce qu'on a lu tout à l'heure. Non, je vais ajouter une phrase à François Lebret pour qu'il réponde. Il parle des Kanaks, il dit « Ils ne furent donc jamais exploités », ça c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est dans son journal, il est rédacteur en chef, « Ils ne furent donc jamais exploités puisqu'ils n'étaient pas exploitables. Guerriers, anthropophages, ils furent tout naturellement repoussés par les colons hors des terres que ces derniers défrichaient. Ces terres, il est bon de le rappeler, n'ont jamais représenté qu'un faible pourcentage des sols défrichables. » Mais ça, c'est pas Donc, pareil. ça, on peut être contre. Non, c'est pas pareil. Dire qu'ils ont été. Attendez, je vais pas finir. Ce n'est pas l'histoire. Dire qu'ils ont été anthropophages, c'est pas raciste. Alors que dire ce qu'on vient de lire, c'est du racisme intégral. Ne pas dire ça aujourd'hui. Dire qu'ils ont été anthropophages, on peut écrire ça. Rappeler l'histoire est quand même la moindre des choses et la première des choses. Oui, mais seulement il faut rappeler la véritable Je voudrais histoire. quand même. L'histoire, c'était une colonisation et nous disons dans cette Monsieur Gachet. Je voudrais vous citer deux choses. Il y a des faits, les faits historiques sont des faits têtus, comme disait Lucien Febvre, ils sont incontournables. Bon, peut-être, non, alors, vous voyez, mais la superficie totale de la Nouvelle-Calédonie, c'est 2 100 000 hectares. En 1883, et c'est un texte du directeur de l'Intérieur de l'époque qui s'appelait Léon Gouarou, les réserves indigènes étaient de 316 000 hectares seulement. Ils n'étaient pas propriétaires de ces réserves puisque les terres appartenaient dès le moment où la Calédonie est devenue française au domaine. Et ces 316 000 hectares ont encore été réduits après, puisque c'est le gouverneur Feuillet dans le début du XXe siècle, tout le début du XXe siècle, qui a donné 3 hectares par tête d'individu. Alors, je m'inscris en faux dans ce que vous dites, car les Kanaks ont bien été cantonnés, les Kanaks ont bien été placés sur des réserves, et la plupart du temps, c'était de mauvaises terres. Les Kanaks ont été colonisés. C'était une colonisation qui a été faite par nos ancêtres, nous n'avons pas à avoir honte de notre histoire. Premier point. Nous sommes en train de parler d'une île où l'on voit aujourd'hui des gens réclamer les droits de vote pour les seuls autochtones, des gens chasser les métropolitains par des méthodes dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont bizarres. Est-ce que vous croyez que cette île est tellement loin? Parce que j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps en Corse, où l'on a vu les nationalistes corses dire les métropolitains n'ont pas le droit de vote, les métropolitains doivent partir. Si l'on fait quelque chose en pays kanak, il faut savoir qu'il faudra le faire demain en Corse. Il faut savoir les conséquences de ce qu'on demande. Cannes n'a pas terminé ce qu'il avait dit. Une chose. Non, excuse-moi, j'ai fini. Je voulais simplement dire, il y a quand même aussi quelque chose dans ce débat incroyable. C'est que, moi, il y a par exemple, j'ai jamais compris comment un intellectuel pouvait être maoïste, tout simplement parce qu'on peut comprendre d'avoir un jour dans sa vie cru à Staline, une fois, faire une erreur une fois, mais recommencer une deuxième fois, je dis, alors là, c'est pas possible. Bon. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les gens aient pu se tromper sur l'Algérie en 56, dire certaines choses dont tout le monde sait que c'était idiot, dire certaines choses dont tout le monde sait que ça fait un mal terrible à la France, suivre une politique dont tout le monde sait que ça fait perdre 20 ans à la France, faire une politique qu'on paye encore, qui est la cause de notre retard économique, de notre retard technologique. Déjà que ces mêmes gens osent parler, osent la ramener,
osent dire, etc. Quand ils nous ont fait autant de mal, heureusement que le général de Gaulle était là pour nous en sortir, qu'ils osent la ramener après ce qu'ils ont fait, et qu'ils osent employer les mêmes mots. Alors la deuxième fois, une fois, d'accord, les mêmes mots, les mêmes adjectifs, les mêmes virgules, les mêmes arguments, alors je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour ça que je suis là. Oui, je voulais dire simplement une chose. C'est pour ça que je suis là ce soir. Je suis là comme historien, mais je dois dire aussi que je suis dans la droite ligne du gaullisme, à mon avis, parce que c'est effectivement ce que vous avez dit, monsieur, et je vous en remercie de l'avoir dit. C'est effectivement ce qui s'est passé. Si le général de Gaulle n'avait pas mis fin à ce conflit, on se demande où nous en serions. La Nouvelle-Calédonie a plutôt interrompu le processus d'émancipation qui avait On été mis en route en 1956. Il y a eu pas à l'origine. Vous devez vous sentir quand même un petit peu minoritaire dans votre opinion du côté unique. Non, mais je voulais unique. Non, je sais que vous ne voulez pas parler en temps. Ce problème-là ce soir, c'est un problème interne, c'est un problème entre moi et le mouvement dont je me réclame. Je le réglerai personnellement, si vous voulez bien, et je ne vais pas du tout extrapoler. Mais Monsieur Ponce verse de l'huile sur le feu. ce que je voulais dire, monsieur. Mais quand on entend 5 anciens premiers ministres de ce pays, et pas des moindres, qui au fond publient un texte qui signifie qu'il faut boucler les ceinturons, armer les culasses, mettre les balles dans la poche et recommencer une opération aéroportée, excusez-moi, mais c'est une lourde responsabilité. Je ne vous ai pas dit, monsieur, que je n'avais pas de bête. Je veux dire que lorsque j'entends « nous n'avons pas à avoir honte », moi j'ai honte. J'ai honte pour ce pays. Parce que ce pays a dominé et écrasé le peuple kanak au prix de 2 moments très sanglants. 1878, une révolte kanak qui est matée dans le sang. 3000 morts. 1917, une autre révolte kanak qui est aussi matée par la répression. Plusieurs milliers de morts, au point que, dans les années 20, le peuple kanak n'avait plus que 20 000 unités sur le territoire kanak. Et je veux vous dire que, par exemple, l'histoire est ancienne, puisque les communards ont été exilés en Nouvelle-Calédonie, et parmi eux, Louise Michel, la communarde. Et Louise Michel, en 1978, elle a pris fait et cause pour le peuple kanak. Elle a publié un merveilleux texte. 1876. Je me permets de vous lire. Il est très beau. Louise Michel, elle tient un meeting, elle tient en 1878, et elle leur dit, vous aussi, vous luttez pour votre indépendance, pour votre vie et pour votre liberté. Moi, je suis avec vous comme j'étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu. Eh bien, écoutez, lorsqu'on entend le magazine Hebdo dire je n'ai pas honte, il faut envisager maintenant des petits problèmes mathématiques, des questions d'équilibre entre les communautés, eh bien, je pense que là, effectivement, on retrouve les vieux réflexes dangereux. Attendez, leur page est 3 sujets ce soir. Inacceptable, donc je dois relever un copain, oui. C'est précisément, nos ancêtres ont fait la colonisation, on ne doit pas en avoir honte. Je suis désolé, on n'a pas endossé tout ce qu'ont fait nos ancêtres, même quand ils ont fait des erreurs. On a nos ancêtres qui ont fait des massacres à l'habitant de la commune, il y en a d'autres qui ont fait le bûcher de Montségur, des tas d'horreurs. On les endosse pas. Et la colonisation, même si elle avait des justifications à une époque, on n'est plus en 1865. Je voudrais vous poser la parole, mais une question. Plutôt que de refaire et de régler les comptes algériens sur le dos ce soir, les d'eau, un autre soir, ce sera sur le dos de quelqu'un d'autre. Il s'agit de quoi? On est bien d'accord tous qu'il s'agit d'un problème de sortie de colonisation. Alors je voudrais simplement attirer votre attention aux uns et aux autres sur le fait que, comme la Nouvelle-Calédonie, ça n'est à aucun degré, d'aucune manière l'Algérie, il est possible qu'on sorte de la colonisation par l'indépendance kanak. Mais il y a 3 autres voies qui sont possibles, et ça, il faut y penser. Il est possible qu'il y ait une indépendance européenne, prise par les Européens, ce qui crée un autre type de problème. Il est possible qu'il y ait une indépendance fédérale, avec partition, ce qui serait bizarre, de la Nouvelle-Calédonie. Et puis il est possible aussi qu'il y ait assimilation, ce qui est un autre type de sortie de la colonisation. Bien sûr. Attendez, une question, monsieur Guillard. Oui, pardon, absolument. Monsieur Guillard, il y a quelqu'un qui a téléphoné pour demander s'il est vrai que les Calédoniens d'origine française ne payent pas d'impôts. Monsieur Guillard. Ils commencent à payer un début d'impôt sur le revenu depuis 2 ans. Depuis 2 ans, vous confirmez. Bien. Alors, je voudrais, un dernier mot, je ne voudrais pas sacrifier les 2 autres sujets, Noël Copain. Un mot.
Je voudrais revenir quand même un peu en arrière. On a beaucoup parlé du poids du passé. J'ai l'impression que sur notre débat, on sent aussi le poids du passé. Je crois que s'agissant de ce problème de la Nouvelle-Calédonie, il y a peut-être deux aspects. Il y a un aspect qui a été fortement souligné, c'est le poids du passé en France, ce que l'on appelait les guerres coloniales. Effectivement, le retour à une mentalité qui était celle de 50 ou de 55 à propos de la guerre d'Algérie. Et puis également le fait que le passé également qui pousse tous les Français à se battre politiquement, comme on était d'ailleurs pas tout à fait, mais presque en train de le faire sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a le poids du passé qui est aussi extrêmement intéressant, c'est le poids du passé qui a été souligné, c'est l'histoire du peuple kanak. Et je reviens un peu sur ce que disait notre confrère de la Hebdo. Il faut bien sûr raconter l'histoire, mais il faut la raconter le plus près possible. Et s'il y a peut-être quelque chose de positif à travers ce drame, c'est qu'actuellement les Français, petit à petit, sont en train de découvrir, grâce à vous, messieurs, d'ailleurs, qu'ils ici, ce qu'est l'histoire du peuple kanak, et que nous-mêmes, d'ailleurs, je l'avoue, il y a 15 jours, je connaissais très mal. Et maintenant seulement, je commence à connaître à travers tous les témoignages que nous avons pu recueillir. Alors c'est à partir de là qu'il faut voir maintenant ce que l'on peut faire pour l'avenir. Et là, je suis assez d'accord avec ce que disait tout à l'heure Dominique Jamais, il faut voir les différentes hypothèses, car au fond, on a deux logiques. Je dirais qu'on a une logique française, celle des institutions, celle que développait Jean-François Kahn tout à l'heure également. Il y a non seulement, ce sont des territoires français, mais des territoires d'outre-mer français, mais il y a aussi le principe du suffrage universel. Et là, il y a une logique, et c'est très difficile de sortir de cette logique. Et puis il y a l'autre logique, c'est celle du peuple kanak, avec précisément cette identité que nous redécouvrons seulement maintenant, parce que finalement, pendant des générations, nous avons voulu l'ignorer. Et tout le problème, c'est de savoir comment arriver à concilier ces deux logiques sans qu'il y ait effusion de sang, en tout cas sans qu'il y ait trop d'effusion de sang, puisque malheureusement, il y en a déjà eu. Et là, je sais que monsieur le député de la Sarthe ne peut pas parler ici en tant que député, mais le problème, il est quand même essentiellement maintenant un problème politique. Alors je vous signale que dans le courrier, dans les deux lettres reçues, la personne qui nous a dit on aurait dû dénoncer plus tôt certaines choses qui se passaient en Calédonie, et il nous dit les journalistes sont toujours, enfin il nous dit, je résume sa pensée, ils sont en retard toujours d'une guerre, et il nous dit il serait peut-être temps aussi qu'il parle par exemple d'autres régions, et par exemple de la Guyane. Et moi je vous donnerai rendez-vous assez bientôt pour une émission sur la Guyane, car nous avons reçu une masse de documents sur ce qui se passait en Guyane, qui est tout à fait inquiétant, et celui-ci nous en donne des exemples absolument terrifiants. Or, je regrette un petit peu de voir qu'il y a très peu d'informations qui filtrent dans la presse. Nous-mêmes, nous voudrions bien, mais nous n'en avons pas les moyens avec notre petite équipe aller faire une enquête sur place. Moi, j'aimerais bien qu'un journal la fasse avec nous et que nous fassions une émission aussi sur la Guyane avant qu'il s'y passe des choses trop graves, parce que je crains malheureusement qu'on en parle toujours trop tard. On a commencé à parler de la Nouvelle-Calédonie quand il y a eu des morts. C'est ça un petit peu qu'il faudrait regretter. Alors, écoutez, j'ai d'autres sujets. Je sais que vous pourrez consacrer l'émission entière à ce sujet, mais j'ai d'autres sujets ce soir. Monsieur Guillard, un dernier mot. Juste une information très précise qui explique beaucoup de choses. C'est que dans les 20 dernières années, les Mélanésiens ont été de moins en moins inscrits sur les listes électorales. Il y a des milliers de jeunes gens actuellement qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, et le résultat, c'est qu'ils n'y croient plus. Bien sûr, exactement. Je voudrais vous dire une petite réflexion personnelle pour terminer sur ce sujet. Bon, nous ne voulons pas citer, mais je ne vais pas le critiquer spécialement, mais donc M. Desjardins dans le Figaro. Non, mais c'est justement pour dire que ce n'est pas seulement un problème raciste. Il parle d'un barrage filtrant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à un détour de la route, en pleine brousse, vous tombez sur une bande de 25 ou 30 types hirsutes, à moitié nus et en armes, qui au nom de la Kanaki indépendante vous arrêtent, vous visent avec leur fusil, vous demandent vos papiers et fouillent votre voiture. Bon. Or, j'ai lu dernièrement un livre de monsieur, je crois, Roger Martin, l'ancien PDG de Pont-à-Mousson, qui raconte sa vie. Et il parle de la guerre, où il était jeune. Il doit dire qu'il dit que les officiers allemands sont très corrects et tout ça. Et puis tout d'un coup, la libération arrive et il est arrêté à un barrage. Il découvre tout d'un coup la résistance qu'il ne connaissait pas. Il est arrêté à un barrage et c'est exactement la même phrase. Il dit « Nous sommes arrêtés par des gens hirsutes qui ne sont même pas en uniforme et qui nous demandent nos papiers. Je me demande vraiment pourquoi, car ils ne doivent pas savoir lire. » Il parlait des résistants en 1945. Alors avouez que dès que des gens font des barrages, il y a des gens qui ont un réflexe immédiatement de dire sont sûrement des illettrés, des énergumènes et des sauvages. Moi, ce rapprochement m'a assez frappé. Et au fond, quand M. Thierry Desjardins a fait un reportage sur des paysans qui partent d'une route pour protester contre je ne sais quoi, le prix des porcs, je ne crois pas qu'à ce moment-là, il parle d'énergumènes, de sauvages qui ont barré les routes, alors que c'est une chose qu'on peut voir en France, malheureusement, assez souvent. N'est-ce pas, M. Gachet? Je pense qu'en Sarthe, on a dû barrer les routes quelquefois. Quelquefois, bien sûr. On n'a jamais dit que c'était des énergumènes hirsutes sauvages et il est très voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi des réactions de classe qui ne sont pas. Un paysan breton. Monsieur Lebret. Oui. Il est condamné. Oui, mais là, les Kanaks aussi. J'ai des
pas vu qu'on ait fait donner les forces de l'ordre pour essayer de rétablir les En 1878, on a tué plusieurs milliers de Kanaks. Peut-être pas assez. Cela dit, Mais c'est pas ça encore. Écoutez, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Écoutez, la révolte de 1878, et quelqu'un l'a relaté tout à l'heure, c'est soldé d'une manière extrêmement tragique, puisque l'on a tué, on a déporté des milliers et des milliers de Kanaks. Alors je crois que là, ils ont été lourdement punis. Ils n'ont pas été punis. Mais écoutez quand même. Alors, attendez, je suis obligé de Je crois que là, la vérité n'est que fille du temps. C'est ça qui est grave, c'est qu'on met beaucoup de temps à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et tout à l'heure, quelqu'un le disait, il avait parfaitement raison. Il faudrait que la prise de conscience soit infiniment plus rapide et qu'on ne répète pas à quelques dizaines d'années de distance les mêmes erreurs. Voilà. Monsieur Vuillard, pour Cabane, revenir le peut-être dernier mot, que, ne renvoyez pas on a ça. exalté le fait colonial en mettant dans un bocal de formol la tête d'un des leaders de la révolte de 1878, et cette tête devait être exposée à l'exposition coloniale en 1931. Merci. Alors, je voudrais aborder un deuxième sujet maintenant. Nous aurions pu faire toute l'émission, mais je voudrais aborder un autre sujet. C'est les demandes de droit à la réponse que nous avons reçues à la suite de l'émission sur les stimulateurs cardiaques. Vous savez que nous avons, après le Canard enchaîné, repris l'enquête. Nous vous avons présenté un témoignage en langue chinoise. Et nous avons, dans cette émission, évité, je crois que c'est une des règles que nous avons dans cette émission, d'éviter le plus possible de citer des noms. Nous voulons dénoncer des systèmes qui nous paraissent défectueux ou même scandaleux, mais non pas des hommes. Bon, à la suite de cette enquête que nous avons faite avec donc, le Canard enchaîné, il y a eu dans Magazine Hebdo et dans le Quotidien de Paris une campagne violente qui a attaqué non seulement le Canard enchaîné mais notre émission, avec dans Magazine Hebdo une couverture. Vous voyez, là, ils sont là. Ils sont là, donc effectivement, le vrai scandale, les pacemakers. Eh bien, dans ce vrai scandale, il était, alors que nous avions, et je voudrais tout de même vous signaler à toute la presse ici présente, nous avions longuement insisté dans l'émission sur un document de la NBC aux États-Unis qui montrait comment le scandale avait éclaté aux États-Unis, que la méthode venait des fabricants américains, qu'il y avait donc une enquête du Sénat et des condamnations. Et en Allemagne, il y a eu 150 condamnations de médecins en 80 ou 82 à la suite du même scandale. Ça n'a pas été repris dans la presse comme si on voulait faire un cordon sanitaire autour de cette affaire. Par contre, Magazine Hebdo et le Quotidien de Paris et le Quotidien du médecin, eux, ont tout simplement attaqué violemment une seule maison et un fabricant français. Alors qu'on aurait pu penser qu'on aurait pu aider, il y a 2 fabricants français contre 11 fabricants étrangers. Eh bien non, c'est le fabricant français qui s'appelle Cardio France, a été violemment attaqué avec un reportage qui disait que ils fabriquaient des choses qui étaient peu fiables dans des usines en ruine. Alors justement, nous avons eu des droits de réponse. Je signale qu'il y a un procès donc, qui a été fait par Cardio France à Magazine Hebdo au quotidien. Et Cardio France nous a demandé à venir. Et plutôt que d'inviter le PDG, nous avons invité le représentant du comité d'entreprise en pensant qu'ils n'ont pas invité les deux. Ils nous ont demandé aussi un droit de réponse en nous envoyant une pétition signée par les 111 membres du personnel qui protestent contre une attaque violente qui nuit à l'image de marque de leur maison. Voilà cette pétition. Alors, la parole est au représentant de Cardio France du personnel, Madame Vigourou, qui nous a donné d'ailleurs la photo de son établissement pour montrer que, contrairement à la description de Magazine Hebdo, on ne peut pas dire que ça soit une espèce d'usine en ruine aux carreaux cassés, comme c'était dit dans le journal. Madame Vigourou. Donc, je représente le personnel de l'entreprise Cardio France et tout le personnel est indigné envers certains journaux comme le Magazine Hebdo et le Quotidien de Paris qui publient des mensonges atroces et qui atteignent parfaitement, qui font une atteinte morale sur le personnel et sur leurs produits. Car tout ce que vous dites dans vos journaux, messieurs, Magazine Hebdo et Quotidien de Paris, est du faux. Et quand on parle de batchisme, je me demande si vous n'en avez pas touché pour publier ça. Parfaitement.
Alors, Voilà. mais tout dans la nuance, vous savez que vous n'avez pas fait dans la nuance. Dans vos on va répondre sérieusement. Madame représente le comité d'entreprise, alors que Magazine Hebdo dit que les élus du comité d'entreprise Michel Pollack, le PDG de Cardio France est parfaitement dans son rôle en lui demandant des dommages et intérêts parce qu'il estime à juste titre que sa maison a été lésée. Il demande la bagatelle de 14 millions, ce qui est certainement une somme suffisante pour renflouer une entreprise en difficulté. Bon, le délégué du personnel est parfaitement, le délégué du personnel est parfaitement dans son rôle, lui, en défendant effectivement l'emploi, et je comprends parfaitement l'émotion du personnel d'une société qui se voit mise en cause dans une conjoncture où on peut craindre pour la réputation de sa maison et ensuite donc pour son emploi. Mais vous, Michel Pollack, vous n'êtes pas tout à fait dans votre rôle, car l'autre semaine, vous nous aviez incité vivement, très joyeusement, à enquêter. Bon, nous avons enquêté. Vous n'avez rien fait. Alors nous avons trouvé deux choses. Vous permettez? La première, c'est que, effectivement, et François Lebret y reviendra, je crois, Cardio France a été victime. C'est comme ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est l'organisme qui contrôle la stimulovigilance en France, Stimarec. Cardio France a été victime sur ses appareils d'un certain nombre de pannes graves qui mettent. Mais non, mais alors non, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Il y a eu des signes. Le tableau de Stimarec. La réunion de hier soir, les résultats de la réunion de hier soir de Stimarec en 1984, année en cours. Et pour les renseignements qui sont actuellement en possession de cet organisme commun aux médecins pour essayer de faire de la cardiovigilance. Il y a eu 42 pannes sérieuses de matériel Cardio France, dont 25 unités et 17 emballements. Oui, bon, ça, ce sont les derniers chiffres. Mais monsieur, mais il faudrait citer les autres maisons. Nous avons reçu le docteur Dodino, cardiologue stimuliste depuis 20 ans, vous signale que Cardio France, comme d'autres maisons que je ne citerai pas moi, parce que je trouve que c'est pas ça le problème, il cite 4 autres maisons, une française et 2 américaines, qui ont exactement, dit-il, les mêmes aléas électroniques et la mécanique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques anomalies. Il y a au moins un Américain qui est dans le même cas. Eh bien, oui. Mais alors pourquoi avez-vous attaqué une seule maison alors que le problème n'était pas... C'est elle qui attaque maintenant. Mais pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Mais non, messieurs, Michel Pollack, vous nous demandez de nous expliquer, laissez-nous nous expliquer, c'est extrêmement simple. Oui. Le Canard enchaîné dit en août dernier, il y a en France des cardiologues malhonnêtes, il y a des médecins corrompus. Bon, vous vous intéressez à ça, on n'arrive pas à en trouver, vous faites venir un masqué, ça amuse les spectateurs. Bon, attendez une seconde, ne m'interrompez pas. Bon. Et en revanche, deuxième partie de l'enquête, il y a 3 personnes qui ont des noms, qui témoignent et qui disent, ça n'est pas moi, ce sont eux, ce sont des 3 personnes. Oui. Le docteur Mujica, cardiologue connu mondialement. Oui. Bon, un autre médecin et M. François Lecher, ancien employé de Cardio France. Or, ce sont ces 3 personnes-là qui disent Cardio France, pour les 2 médecins, nous a proposé des pots de vin, et pour le 3e, l'employé, j'ai été chargé de proposer ces pots de vin. Alors moi je suis très surpris que ces personnes-là ne soient pas là, il faudrait les confronter aux gens de Cardio France, savoir si elles maintiennent leurs accusations et permettre à ce débat d'avoir lieu. Mais il est tout à fait normal que nous ayons fait l'enquête et elle a abouti à ces conclusions-là. Alors, attendez, Il est tout à fait normal que vous l'ayez faite de façon aussi partiale. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le Je vais problème. donner la parole au représentant de la vie française, mais avant, je voudrais... Pardon. La vie ouvrière, c'est ça. Quelle confusion. Ah oui. Alors, non, avant, je vous donne la parole tout de suite, mais je vais d'abord donner la parole à une invitée de dernière minute qui est la journaliste de l'AFP, Olivia Zemmour.